Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Coup de tonnerre sur le canton d'Argenteuil-Est. Le rapporteur public du Conseil d'État vient de demander aujourd'hui même l'annulation de l'élection cantonale. Si l'avis du rapporteur est suivi, de nouvelles élections seront organisées dans un délai de 3 mois après notification, ce qui laisserait entrevoir des élections entre fin juin et septembre. C'est la communiste Marie-Josée Quézac, que l'on voit ici sur ces images, qui avait été élue dans ce canton avec seulement 22 voix d'écart. La décision du Conseil d'État serait lourde de conséquences puisque l'Assemblée départementale pourrait bien changer de couleur politique. En effet, la majorité de gauche PS-PCF n'a qu'un seul siège d'avance à l'Assemblée. Autant dire que la décision du Conseil d'État sera particulièrement attendue à droite comme à gauche. Élection toujours à Goussainville, c'est officiel, l'élection municipale est annulée. Le Conseil d'État a confirmé en appel la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, prise en octobre dernier. Battu de 13 voix en mars 2008 par le maire sortant UMP Antoine Cazula, le socialiste Alain Louis, qui avait demandé l'annulation du scrutin. Et parmi les différentes irrégularités dénoncées, le Conseil d'État n'a retenu que les radiations effectuées lors de commissions électorales en l'absence des représentants du préfet et du tribunal. Au total, 1276 radiations ont été prononcées l'année même de l'élection. Alors si le socialiste annonce déjà sa candidature, Antoine Cazula reste lui un petit peu plus évasif. On écoute les deux protagonistes interrogés par Adrien Hilpert et Nadir Rogba. La nouvelle, je l'ai appris vers 14h26, puisque mon avocat m'avait dit au plus tard à 14h30 je vous appelle. Et il m'a appelé pour me dire à 14h20, vous voyez, 14h26, comme prévu, je vous donne l'information, l'annulation est confirmée. C'est une bonne nouvelle quand même. En fait, c'est 14 mois de travail entre le moment où j'ai déposé un recours et cette annulation. On vient d'avoir la décision du Conseil d'État, ça fait 1 heure ou 2 heures à peu près. Donc je vais quand même, on va se réunir entre élus, et non seulement élus, mais même sympathisants, et on va en discuter. Mais bon, je ne peux pas vous dire là, à l'instant, quelle sera la suite, bien sûr. La question qu'on se pose, c'est quand même, ce sera vous le candidat de la droite sur Goussainville ? Je n'ai pas l'habitude de jeter l'éponge. Le projet présidentiel du Grand Paris continue de faire des vagues. Ce matin, un grand débat sur la question était organisé au sein de l'Assemblée départementale, et notamment sur le plan des transports. S'ils se rejoignent sur de nombreux points, majorité et opposition sont principalement en désaccord sur la projection de ce projet dans le temps. Adrien Hilpert et Nadir Rogba. La question des transports était au centre des débats ce matin. Alors que le projet de Grand Paris prévoit la mise en place d'un super métro autour de la capitale effleurant le Val d'Oise, la majorité attend un soutien de l'État en matière de transport, condition nécessaire à une dynamique de développement. Pour le président du Conseil général, 4 axes sont à développer, la 15, l'amélioration du RER A, le doublement de la Francilienne, ainsi que le prolongement du boulevard du Parisis, qui doit à terme relier la 15 à la 1. Ce dossier-là est presque prioritaire à tout le reste. Quand nous aurons réglé le problème de ces 4 axes structurants pour le Val d'Oise, je pense que les pôles de compétitivité, les pôles de recherche et développement, le développement économique, l'attractivité de notre département seront réglés. Si ce retard en matière de transport pénalise le département, le projet initial du Grand Paris n'apporte pas de solution concrète. Mais pour l'opposition, il ne faut pas se tromper de débat. La question des déplacements est une question d'actualité, tandis que le projet présidentiel voit beaucoup plus loin dans le temps. Ce débat sur les transports, c'est ce qu'il faut faire demain, c'est ce qui aurait déjà dû être réalisé aujourd'hui, la région portant avec le STIF une lourde responsabilité en la matière. Nous, ce qui nous paraît nécessaire, c'est dans le cadre du débat du Grand Paris de s'intéresser au devenir du Val d'Oise dans 20 ans, dans 30 ans. Donc pour cela, il faut faire des propositions puissantes. Il nous semble que le moteur premier pour ce développement, c'est l'université, le développement universitaire de Cergy-Pontoise. Loin d'être d'accord, majorité et opposition vont néanmoins devoir s'entendre pour présenter au mieux les intérêts du département. Un oral de rattrapage avec Christian Blanc doit avoir lieu fin mai, début juin. Des propositions consensuelles seraient les bienvenues pour espérer prétendre à une part des 35 millions d'euros débloqués pour le Grand Paris.
Le passeport biométrique vient d'arriver dans le Val d'Oise. Ce document d'identité et de voyage contiendra désormais, en plus des informations sur l'état civil, la photo et les empreintes digitales numérisées. Il remplace depuis hier le passeport électronique. Les explications de Johan Bensoussan et Marie Chaudet. Adieu passeport électronique, bienvenue au biométrique. Le jour du lancement à Argenteuil, il y a eu quelques cafouillages dus au matériel et logiciels livrés défaillants. Finalement, 5 guichets sur les 7 ont pu fonctionner. Pour les usagers, pas de grands changements pour obtenir son passeport biométrique. La seule différence, elle n'est pas dans les documents qui sont à présenter, elle se situe dans toute la collecte des données biométriques, c'est-à-dire le scan de l'ensemble des documents qui sont présentés, la prise de l'empreinte du demandeur sur 8 doigts, la prise de photographie d'identité qui est possible. Donc les gens peuvent soit présenter leur propre photo et elle sera scannée, soit être photographiés directement sur place au moment du dépôt du passeport. Le traitement numérique de toutes les données permet de transmettre directement la demande à la préfecture, ce qui évite la perte de temps liée au traitement papier, un vrai gain de temps. À la base, on m'avait dit 5 semaines, c'est pour ça que je suis venu maintenant. Mais bon, parce que je pars début juillet, donc on m'a dit 1 semaine, donc c'est que du bonheur. Dans quelques semaines, quand le dispositif sera rodé, les délais pour obtenir le passeport ne dépasseront pas 2-3 jours. Un vrai plus pour les citoyens, une charge supplémentaire pour les mairies, ce que dénonce Philippe Doucet, maire d'Argenteuil. Ce que je regrette, c'est que politiquement, l'État n'assume plus un certain nombre de fonctions régaliennes qui relèvent de lui, qui nous transfère toutes ces charges sans des compensations et qu'on se retrouve avec les soucis dans un dispositif de transfert totalement non préparé. Dans le Val d'Oise, 30 villes sont désormais équipées pour délivrer le passeport biométrique. 2 villes ne sont pas encore opérationnelles, Taverny et Roissy en France. A préciser que le coût de ce passeport biométrique pour un adulte est de 89 €. Le passeport électronique, lui, coûtait 60 €. La hausse de prix s'explique par la technologie désormais employée pour les fabriquer. Allez, on passe au sport pour terminer avec la première édition d'un événement un peu particulier, le Pro-Am Handi Golf. L'épreuve mélange golfeurs, amateurs et professionnels, mais aussi handicapés le temps d'une journée. Certains handicapés du centre hospitalier de Gonesse ont également eu l'occasion de tester leur swing pour la première fois. Fabien Madigou les a suivis. Regardez. Le panier bien rempli, les pensionnaires de l'Institut médico-éducatif de Gonesse s'en vont taper leur première balle de golf. Après une initiation sur le green, ils rejoignent le practice. Encadrés par des joueurs professionnels, les jeunes apprennent vite et semblent accrochés par ce sport présenté parfois comme élitiste. C'est sympa, ça a changé mon image sur le golf que je trouvais un peu snobinarde et guindé. Donc ça va, vous m'avez fait changer d'avis et j'ai envie de m'y mettre. Si pour les handicapés, le golf était une découverte, pour les professionnels, l'échange avec les non-valides leur a permis de découvrir leur sport sous un autre angle. C'est toujours extrêmement intéressant et pour reprendre l'expression d'un des pros qui a fait l'initiation tout à l'heure, on prend une vraie claque, c'est-à-dire de se rendre compte que ces golfeurs-là, ces néo-golfeurs-là, ils sont tout aussi aptes, voire même parfois plus aptes parce qu'ils sont plus concentrés que des golfeurs valides. Un concours de long drive, nouvelle discipline qui consiste à envoyer la balle le plus loin possible, était organisé en parallèle. Chaque mètre effectué par le plus long frappeur apportait 1 € à l'association de Gonesse Handi Golf. La compétition a permis à cette nouvelle association de récolter ses premiers fonds, des moyens financiers dont elle aura besoin pour réaliser ses nombreux projets. Le but de cette association, ne pas simplement créer des événements promotionnels pour le handi golf, mais aussi développer l'infrastructure afin de pouvoir accueillir au final tous les publics. Kevin Salomon ne compte pas s'arrêter là. Dès le mois de septembre, l'élève moniteur de golf souhaite créer une relation privilégiée et suivie avec le centre hospitalier de Gonesse et son IME avant d'organiser la 2e édition du Pro-Am Handi Golf. Ça vous a plu ? Bon. Voilà, ce journal est terminé. Vous retrouverez toutes les dernières infos, notamment sur le canton d'Argenteuil-Est et Goussainville sur vonews.fr. Merci à tous, excellent week-end et à lundi. Au revoir.